bienvenue dans Ça nous intéresse, l'émission où l'on parle des sujets qui passionnent les internautes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'environnement. La conscience écologique du public, de nous tous, est-elle aujourd'hui à la hauteur des enjeux environnementaux actuels? Notre collègue Sonia va nous donner d'abord un aperçu des avis des internautes et puis nous allons en débattre avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre studio 3 journalistes. Deng Yingping, vous êtes chinoise, et Christelle Dayambaya, vous êtes congolaise et ont grandi au Sénégal, et Nicolas Hiruizin, vous êtes français. Et par visioconférence, j'ai le plaisir d'avoir Monsieur Wang Kui, professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing, et Monsieur Chen Hao, directeur des actifs du département du service énergétique d'EDF Chine et directeur général d'EDF Jinan. Vous allez nous donner quelques expériences professionnelles. Et puis, on a notre public en ligne, voilà, par visioconférence aussi. Alors, maintenant, c'est ma collègue Soya qui va vous donner d'abord un aperçu des avis des internautes. Allez-y. Sur les réseaux sociaux, j'ai constaté qu'un grand nombre d'internautes s'accordaient sur l'importance de la protection de l'environnement. Comme cet internaute qui a laissé le commentaire suivant « Protéger l'environnement, c'est la responsabilité de tous ». C'est une phrase que les Chinois connaissent très bien dès l'enfance. Et certains internautes étrangers estiment que la situation est grave et que chacun d'entre nous doit agir rapidement. Il faut que tout le monde commence par soi-même. Mais d'autres internautes semblent peu préoccupés par les questions environnementales. Il y a un internaute qui a dit « On devrait davantage s'inquiéter du risque qu'un astéroïde heurte la Terre et pas de toutes ces âneries inventées par les gauchistes ». D'autres considèrent qu'il y a effectivement un changement climatique, mais c'est un phénomène parfaitement normal. L'humanité ne peut rien changer à tout cela. Si certains jouent les vertueux autour de la protection de l'environnement, c'est pour escroquer de l'argent. Alors, je voudrais poser une question à vos invités maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec les internautes? Ok, mais vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou vous êtes d'accord avec qui? Je crois que je ne pense pas qu'il s'agit d'un complot des gauchistes, mais je comprends le mécontentement de certains internautes parce que parfois les discours écologiques sont hautains et déconnectés de la vie des masses populaires. Les discours ressemblent plutôt aux discours des riches, mais les faits sont les faits parce que le changement climatique est là, ça menace notre vie et ça remet en question notre mode de vie, donc il faut agir vite. Et donc je suis d'accord avec l'idée de responsabilité pour tous, parce que le bon environnement favorise la vie des riches comme les pauvres, et le mauvais environnement, ça pénalise tout le monde. Donc il faut que tout le monde apporte sa contribution, petite ou grande, et si possible faire quelque chose tous les jours. Nicolas? Oui, alors à un moment donné, je vois, il y a un internaute qui dit le changement de l'environnement, ça a toujours existé. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a eu des périodes de glaciation, des périodes de réchauffement, mais ça s'étale sur des millénaires, voire des millions d'années. Et là, ce qu'on constate, c'est que ça va très très vite. Donc évidemment, je pense que c'est clair pour beaucoup de gens, c'est l'homme qui est responsable depuis une centaine d'années d'avoir provoqué ce changement beaucoup plus rapide. Et du coup, on a du mal à s'adapter, la nature a du mal à s'adapter. Et nous aussi, on en pâtit. Alors, ce qu'il disait aussi, c'est qu'il ne faut pas... Pourquoi? C'est une raison pour faire payer plus les gens. Et ça serait... Effectivement, c'est une erreur de faire peser tout le poids financier sur la masse populaire, sur les gens comme vous et moi. Mais c'est vrai que c'est un travail qui doit se faire de tout le monde, que ce soit les organisations, les grandes compagnies, les multinationales, les gouvernements. Tout le monde doit aller dans la même direction pour montrer l'exemple, en fait. Les plus riches doivent aussi montrer l'exemple pour que, comme ça, ça devienne simplement tout à fait naturel de suivre le mouvement. L'idée est bien, mais quand il s'agit du prix, quand il s'agit qu'il faut payer, là, voilà, il ne faut pas que tout le poids financier repose seulement sur les gens qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts et à survivre au jour le jour. Et Christelle? Oui, je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est un phénomène qui intéresse tout le monde, hein, les riches comme les pauvres.
tout le monde subit les conséquences. Donc, pour cela, je pense aussi qu'il serait intéressant que tout le monde puisse apporter la pierre à l'édifice, comme ma collègue Céline l'a si bien dit. Et voilà, et que ça ne soit pas toujours les moins exposés qui puissent payer les pots cassés, parce que c'est ce qu'on voit dans la plupart des pays qui ne sont pas développés. Malheureusement, les retombées, ça a lieu avec la population qui n'est pas très bien renseignée sur le phénomène, mais qui subit quand même les conséquences. Je crois qu'il y a des efforts à faire, aussi bien de la part des riches, des moins riches, et aussi une sensibilisation vraiment globale à ce sujet. Alors, Chen Hao, vous travaillez un peu vraiment dans le milieu professionnel, donc quel est votre avis quand vous regardez toutes ces actions sur les réactions sur Internet? Mais même si je travaille sur ce secteur, je ne sais pas si les activités de l'humain ont un impact important sur le réchauffement climatique. Je crois que c'est une question pour les scientifiques. Mais le réchauffement climatique est juste un petit sujet de la protection de l'environnement. Pour la protection de l'environnement, je pense que l'action et la conscience de chaque personne sont très importantes. On voit de nos propres yeux que la qualité de l'air, la qualité de l'eau sont beaucoup impactées par l'industrie, par la bonne vie de chaque personne. Donc ça, c'est une chose qu'on ne peut pas ignorer. Voilà. Monsieur Wang Kun. Bon, d'accord. Donc, je crois que pour la protection de l'environnement, en Chine, l'éducation a été bien faite. Les enfants savent tous que c'est la responsabilité de nous tous. Mais il est parfois pas évident de mettre en pratique ce que nous parlons dans la phrase, dans le slogan. Donc, il faut expliquer aux enfants des gestes concrets dans la vie quotidienne. Comment faire? Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est éduqué depuis notre enfance à protéger l'environnement. Maintenant, la situation a beaucoup changé. Donc, pensez-vous que cette notion de protéger l'environnement et la responsabilité de tous est encore d'actualité? Et comment aujourd'hui en Chine le concept a évolué? Est-ce que c'est suffisant? Je crois que pour le moment, ce n'est pas suffisant. Je cite l'exemple du tri de déchets. Par exemple, c'est mon fils qui a 9 ans. Il connaît le mieux comment trier les 4 catégories des ordures, les déchets de cuisine, les déchets dangereux, les autres déchets, etc. Parce qu'il a été enseigné à l'école et on l'applique à l'école. Mais par contre, les personnes âgées, les grands-parents, Ils n'ont jamais appris ça à l'école. Ils vont pas faire très attention. Il faut jeter ça dans cette poubelle, mais pas celui-ci, etc., etc. Mais par contre, on ne peut pas dire tout simplement que les personnes âgées ne sont pas écolos parce qu'ils sont exemplaires dans d'autres domaines. Par exemple, ils ne gaspillent très rarement la nourriture. Ils n'achètent pas comme des fours lors de Black Friday chinois. Et ils ne commandent pas de Weimar pour les voilà. plastiques. Et ils font réparer les choses au lieu d'en acheter des nouvelles. Recyclage. Ouais. Voilà. Parce qu'avant, voilà, nous aussi, mes grands-parents, c'est un peu comme la génération de vos parents maintenant en Chine. Pour ne pas gaspiller, parce que là aussi, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, parce qu'il y avait moins d'offres, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant en consommation, de produits nouveaux. Donc du coup, ils gardaient leurs produits, leurs affaires, leurs vêtements pendant très longtemps, ils les reprisaient, et c'était normal, c'était naturel. Alors que maintenant, c'est un peu le mauvais côté de la société de consommation, où tout va très vite, on gaspille beaucoup parce qu'on veut des nouveautés tout le temps en fait. Donc il faut arriver à trouver l'équilibre entre une consommation modérée, je dirais responsable, et aussi travailler plus sur des produits moins plastiques. Parce que c'est vrai que, par exemple, on parlait de la livraison, les Waimai ou autres, ou les Kuaidi. Il y a quand même beaucoup de plastique qui sont emmenés, tout est emballé. Et je crois que le gouvernement chinois aussi a commencé à réguler ça en disant qu'il fallait éviter les suremballages pour tout ce qui est des produits de livraison ou même
pour les Yuebing aussi, Oui, pour les gâteaux de emballages. lune, voilà, qui évidemment, sont oui. vraiment... Oui. Et à ce propos, j'aimerais donner l'exemple en Afrique, l'exemple du Rwanda. Le Rwanda, c'est vraiment le premier exemple qu'on prend en Afrique à propos des déchets d'ordures, des sacs plastiques en particulier. Parce qu'en 2004, je crois que le gouvernement avait interdit tous les sacs plastiques. Il avait dit que voilà, on n'en veut plus et tout. Et puis, ils étaient condamnés à une peine de prison, ceux qui utilisaient le sac plastique. Ah oui. Alors, voilà, oui, peine de prison, pas une carrément. amende, Non, c'est pas sévère. une amende. Ah Alors, ouais. ils ont dû vraiment aller très dur sur ce point-là, aller vraiment strictement pour faire comprendre aux Ils gens ont que dû construire non, plus de Ah. prisons, du coup. non, t'inquiète, ils ont vite compris, la population a vite compris que c'était dangereux. C'est une Et sensibilisation. voilà, plutôt, c'est une ouais. sensibilisation vraiment radicale et qui a été acceptée par la population. Et du coup, le Rwanda fait partie des pays vraiment très écolos, après l'Afrique du Sud en matière de déchets d'ordures et tout ça. Ça, c'est ce que j'ai remarqué dans plusieurs de mes voyages. J'ai voyagé dans des pays en voie de développement ou évidemment moins développés. Et en fait, j'ai remarqué que les gens considèrent que jeter les choses dans la nature, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, avant, on n'utilisait pas de plastique, donc tout était biodégradable. Oui. Mais quand autant de C'est sacs vrai, plastiques ouais. sont arrivés, c'est une nouvelle méthode de consommation. Les plastiques sont arrivés, les gens ont gardé leur ancienne habitude de jeter dans la nature. On voyait, moi j'ai vu ça partout, dans les campagnes, dans des endroits très beaux, mais complètement pollués par des sacs plastiques. Je vois qu'il y a beaucoup de détritus partout et ça fait mal au cœur. Ouais. Ouais, ça va. Et Monsieur Wanko, pensez-vous que après, peu à peu, on va s'habituer à ça, on va naturellement d'associer à ce qu'on paye et à ce qu'on peut contribuer à l'environnement. Donc, est-ce que les gens vont peu à peu habituer à ça et voilà, de réconcilier plus ces deux choses? Je pense que c'est un phénomène générationnel, c'est-à-dire que pour chaque génération, on n'a pas exactement les mêmes consciences de protection de l'environnement et cela évolue avec l'évolution de la technologie. C'est-à-dire que cette chose a été donc prise en compte à partir de la fin des années 60 et début des années 70, surtout dans le monde, dans les pays développés, parce qu'il y a eu la crise du pétrole à l'époque. Donc, on commence à avoir une conscience que l'énergie, entre guillemets, l'environnement, a un lien avec l'économie. Et aujourd'hui, pour nos enfants, la protection de l'environnement signifie bien d'autres choses, bien sûr. Il ne faut pas consommer trop, il faut donc trier ses déchets, etc. Donc, cela évolue progressivement, donc au fil du temps. Donc, c'est dans l'ensemble, une notion qui se développe et nous développons en tant qu'une société, donc donc non seulement à travers l'éducation, mais à travers aussi également les crises que nous traversons, les crises du central nucléaire, les crises de marée noire, les crises de pollution de l'air, etc. Donc petit à petit, nos comportements changent donc pour ne pas retomber dans le piège du passé. Mais nous explorons aussi la possibilité de développer de façon plus écolo et durable dans le futur. Donc, quel modèle économique que nous allons adopter dans l'avenir, nous ne savons pas encore, mais nous cherchons à adapter de plus en plus le concept de la protection de l'environnement dans le nouveau modèle économique. Donc, c'est pour cela que cela va devenir quelque chose de naturel. Donc, on va voir un peu l'évolution parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des phénomènes nouveaux qui se produisent. Donc, ma collègue Sonia va vous montrer un peu ce qui se passe un peu sur Internet. Il y a quelles sont les nouveautés dans ce domaine-là. Ouais. The Bulk House est un magasin écolo situé à Beijing. Tous les produits de la boutique incarnent le même concept, zéro déchet, tout recyclable. Ici, vous pouvez acheter des produits écologiques tels que des pailles en acier inoxydable, des cotons démaquillants lavables et des brosses à dents en bambou biodégradable, et de bien de choses encore. Et si vous voulez acheter du shampoing, il faut venir avec votre propre bouteille vide. Il y a pas mal d'internautes qui soutiennent ce genre de magasin. Ils pensent que ces petites boutiques qui ont une conscience écologique méritent vraiment notre soutien.
D'autres internautes trouvent que le concept est excellent, mais s'interrogent sur les difficultés pratiques que cela implique dans la vie quotidienne. Mais il y a un autre visiteur qui a émis quelques doutes et il a évoqué: évidemment, c'est une bonne chose de ne pas cacher, mais je pense que pour certains produits, c'est un progrès qu'il soit à usage unique. En fait, l'utilisation des produits écologiques et recyclables n'est pas la seule manière de mener une vie écologique. Un internaute suggère par exemple voyager bas carbone, prendre les transports en commun ou se déplacer à pied à chaque fois que c'est possible. Et il y a aussi une internaute qui a évoqué: pour moi, acheter des produits verts, ça ne protège pas l'environnement. Utiliser jusqu'à l'usure les objets qu'on a déjà à sa disposition, voilà la solution. Alors, je voudrais poser une question à vos invités aujourd'hui. Quels sont les gestes que vous voulez faire durant la vie quotidienne pour protéger l'environnement? Oui, c'est vrai que dans votre vie quotidienne, est-ce que vraiment quand vous faites des choses, vous pensez à un moment donné à l'environnement maintenant? Je crois que oui, par exemple, j'apporte toujours ma propre gourde quand je sors travailler ou bien passer quelques heures dehors, parce que les bouteilles d'eau, c'est vraiment un gaspillage. Ensuite, j'achète souvent les livres de seconde main, parce que je trouve que les livres, si c'est pas vieil, s'il ne manque pas de pages, je crois qu'on peut lire après la lecture d'une autre personne. Oui, bah, moi aussi, hein, depuis longtemps. Hein, déjà, avec ma mère, je me souviens, on avait les vêtements, on ne gaspillait pas les vêtements. Donc, je récupérais ceux de mon frère parfois. Puis sinon, une fois que on ne pouvait plus les mettre, on les donnait à des associations comme Emmaüs. Donc voilà, ça aussi fait partie du non-gaspillage. Avec mon fils, on fait ça aussi, parce que les enfants grandissent très vite. Alors les chaussures, évidemment, on ne peut pas les mettre très longtemps. Si les vêtements sont de bonne qualité, on peut les donner à quelqu'un d'autre. Et on peut aussi, il y a des échanges grâce au groupe WeChat, par exemple. On peut savoir, pour les objets de seconde main, on peut récupérer ça chez quelqu'un d'autre, les livres, les vêtements, etc. Et également pour les sacs plastiques, évidemment, j'essaye d'éviter d'aller dans des magasins et être obligé de prendre des sacs plastiques. Donc je ramène un sac à moi. Donc comme ça, je peux mettre les produits à l'intérieur. Et puis c'est un sac que j'utilise comme ça pour faire mes courses. J'utilise une moto électrique aussi. Donc ça évite aussi d'utiliser des taxis pour polluer plus. Voilà, ce genre des petites choses qu'on peut faire. Ouais. Donc vous pensez toujours à un côté. On essaye. Hein, alors, évidemment, on peut aller plus loin, toujours plus loin. On peut faire il y a des communautés qui s'appellent Zero Waste. Dans ce cas-là, ils prennent un produit, ils l'utilisent de toutes les manières possibles, ils le recyclent eux-mêmes dans leur maison, leur vie quotidienne. Et ils essayent à la fin de ne pas avoir de déchets, c'est-à-dire de ne pas avoir de sacs plastiques remplis de déchets qu'on amène à la poubelle. Ça va être un peu compliqué à mettre en œuvre, mais c'est bien s'il y a de l'éducation. Et puis, comme disait le professeur, les enfants, eux, ils sont tout de suite, ils reçoivent l'information, ils ont l'éducation. Voilà. Dans leur éducation, on en reparle de ce genre de pratiques écologiques. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour eux de vivre avec. Oui, c'est vrai que dans la crèche de mon fils, par exemple, ils jouent des pièces de théâtre, ils vont choisir un thème en disant il y a des gens qui vont jouer la terre et puis il y a des gens qui vont jouer de la pollution, des déchets. Donc déjà, ils sont très alarmés sur leur avenir quand même. Tout à fait. Je pense que c'est un moyen idéal aussi de pouvoir transmettre cette information. Comme tu as dit, ça peut passer par des pièces de théâtre, ça peut passer aussi par des expositions, parce que j'avais une fois assisté à une exposition où tout était basé sur des produits recyclables, en fait. On a vu des choses vraiment magnifiques faites à base des lustres, par exemple, faites à base de bouteilles de plastique, des bouteilles d'eau qu'on utilise pour boire et tout. On a vu vraiment des œuvres magnifiques en sac en papier, sac plastique et tout ça. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un moyen, il y a plusieurs moyens de sensibiliser et de faire comprendre aux gens que nous courons tous un danger vraiment très, très, très grave. Oui, quand vous parlez de produits recyclables, en fait, j'ai vu déjà, il y a des foulards qui sont faits par des plastiques recyclés. Oui. Des foulards, des vestes aussi. Des vestes aussi. Là, la prochaine fois, je vais essayer ça. Chaman, quel est votre avis? Je crois que c'est une bonne idée pour attirer l'attention des gens sur le mode de vie écologique. Mais j'ai deux commentaires. D'abord, est-ce que les choses
sont vraiment écologiques. Je ne sais pas, parce que le processus de fabrication d'une paille en fer, c'est aussi pollué. Et puis, après chaque usage, il faut laver le paille avec beaucoup de l'eau parce que ce n'est pas facile à laver. Tout ça, donc je ne sais pas si c'est vraiment écologique ou pas, ou c'est juste Au titre une écologique. chose pour la publicité. Il faudra faire le bilan total. Ouais. Et puis, plus important, comme Nicolas a dit, je pense qu'il vaut mieux commencer par les choses les plus simples à faire, comme éteindre les lumières quand tu n'es pas là, prendre un sac à toile, on fait la course. Je crois que c'est plus facile à faire et puis on peut établir la conscience petit à petit. Si on commence par les choses difficiles à faire, c'est difficile à tenir. Monsieur Wang Kun. Il y a deux aspects. D'abord, nous avons déjà fait des dégâts sur notre environnement sous la forme de pollution. Donc, nous sommes en train de dépolluer le monde actuel sur les airs, les eaux et le sol. Et deuxième aspect, c'est le monde actuel, c'est-à-dire que nous n'allons pas créer plus de dégâts à la planète, à l'environnement, par la surconsommation. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est de réduire le nombre total de biens consommés, parce que souvent c'est un dilemme, c'est une sorte de piège, question piège. Donc les gens posent la question, donc qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux manger pour maigrir? Mais le principe de maigrir, c'est de ne pas manger. Alors que pour protéger l'environnement, c'est pareil, c'est-à-dire que quel produit dois-je acheter pour être écolo? Mais en fait, il faut réduire le nombre total d'achats. Donc ça pose un problème de mode de développement, c'est-à-dire la société de consommation, on pousse les gens toujours à acheter plus. Et la réalité, c'est que normalement, quand nous consommons chacun de son côté moins de produits, ça revient plus écolo. Donc du coup, il faut éviter de tomber dans les pièges on dit entre guillemets, les blanchiments écologiques, c'est-à-dire que les marchands, les vendeurs cherchent toujours, les marques et les grandes enseignes sur l'Internet cherchent toujours à vendre plus de produits, soi-disant écolo ou verts, mais en réalité, nous avons plus d'objets à la maison. Mais je crois qu'il faut respecter la nature en respectant la vie réelle, comme les Chinois dans le passé faisaient, c'est-à-dire qu'il faut respecter son temps, sa saison, il faut vivre avec son moment, la planète. En hiver, on va porter plus de vêtements au lieu de mettre la clim à fond, en été aussi. Donc on va utiliser les moyens plus ou moins physiques pour atteindre notre objectif au lieu de reculer l'environnement pour rester toujours 4 saisons en t-shirt, etc. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire de ce genre au lieu de dire on va créer de nouveaux besoins de consommation. C'est vrai que vous avez souligné un point important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter des choses parce que c'est recyclé, donc, parce qu'on ne sait pas, c'est quand même compliqué, comme tu m'as expliqué, de savoir si le processus est écolo ou pas. C'est vrai, oui. On a nos publics qui a suivi longtemps notre discussion. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des commentaires? Bonjour, je m'appelle Joy. C'est un grand plaisir de participer à cette émission. En fait, moi, ce que je fais pour protéger l'environnement, c'est des choses très petites. Par exemple, je me rends au bureau à vélo partagé presque tous les jours et je préfère faire la cuisine chez moi plutôt que demander un repas à emporter. Ma question pour vous, c'est que comment vous allez sensibiliser vos enfants à la protection de l'environnement? Je crois que je suis bien placée pour répondre à cette question. J'ai un garçon de 9 ans et donc je crois que d'abord, les parents doivent être exemplaires. On ne peut pas dire aux enfants, il ne faut pas jeter les bouteilles vides par la fenêtre. Par contre, on fait ce geste nous-mêmes. Et je crois que récemment, dans notre établissement, on a organisé un ramassage des ordures dans les montagnes ou bien tout au long d'une route. Je crois que cette initiative est une bonne chose pour sensibiliser les participants. C'est-à-dire que
peut-être dans la voiture, on pense que j'ai pas l'endroit pour mettre ça, peut-être par la fenêtre, c'est plus facile. Mais quand on ramasse vraiment nous-mêmes les ordures qui traînent au bord de la route, on a compris que notre petit geste, notre petit plaisir de quelques secondes, ça va poser des problèmes. Donc, pour répondre à la question de notre ami qui nous suit en ligne, c'est que les parents ou bien les adultes doivent être exemplaires. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, j'aimerais poser une question un peu abstraite, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes très très positif envers l'avenir? C'est-à-dire, dans un futur lointain, est-ce que vous voyez un jour où il existe une vraie harmonie entre l'environnement et l'humanité? Comment vous imaginez ce jour? Ça, c'est abstrait, c'est philosophique. C'est la futurologie. Oui. C'est la Futurologie. prédiction. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste. Je crois que en ce moment, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites dans ce domaine. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients, et je pense que les parents, les professeurs, tout le monde est prêt vraiment à transmettre cette information. Tout le monde est prêt aussi à investir. Tout le monde est prêt à faire des actions concrètes, à vraiment agir de telle sorte qu'il y ait cette harmonie. Je vais vous donner un petit exemple dans le Sahel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Depuis 2005, je crois, il y a une initiative qui a été créée qui s'appelle la Grande Muraille Verte. C'est-à-dire 11 pays africains se sont alliés à construire, à planter des arbres tout au long du Sahel afin d'empêcher l'avancée du désert. Et donc, cette initiative, elle est apprise à l'école. On apprend aux élèves qu'il y a l'initiative La Grande Muraille Verte. Ça consiste à ceci, cela, et vous pouvez visiter, vous pouvez planter votre arbre aussi. Et de ce point de vue, je pense que dans un futur, on pourra refaire la paix avec la nature, les choses pourront aller de l'avant et nous éviterons les erreurs que nous avons commises. Vraiment, vous êtes très optimiste. Et Chen, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi aussi, je suis plutôt optimiste. D'abord, la technologie se développe très rapidement. Et maintenant, on a plus de solutions pour traiter les déchets, pour diminuer la réduction, tout ça. Et puis, tous les pays presque tous les pays ont publié leurs objectifs de neutralité de carbone. Pour la Chine, c'est 2060. Et puis, on a vu, il y a déjà beaucoup de villes en Chine, comme Shenzhen, ils ont déjà atteint leur pic. Donc, je crois que le futur sera plus clair. Vous avez quelque chose à ajouter? Je crois que je suis optimiste comme Christelle parce que avec l'évolution de mentalité, peut-être oui, il y en a des gens insensés qui disent des choses qu'ils ne veulent pas faire maintenant, ils ne fixent pas l'objectif de neutralité carbone, mais je crois qu'il ne faut pas transformer ce sujet en un sujet de politiquement correct. Je crois que pour les pays relativement pauvres, s'ils exercent encore le métier énergivore ou bien polluant, c'est parce que dans la plupart des cas, ils n'ont pas le choix. Donc on ne peut pas critiquer ce genre d'industrie démodée. Par exemple, l'exemple de la Chine, c'est vrai que du point de vue occidental européen, à un moment donné, on critiquait beaucoup la Chine parce qu'elle polluait beaucoup. Mais c'était pour rattraper un petit peu le temps perdu et qu'ils n'avaient pas les moyens industriels ou économiques de faire autrement, en fait. Et là, on voit que maintenant, depuis que la Chine a quand même un niveau économique beaucoup plus élevé, là, la prise de conscience est claire et nette et les choses sont en train de changer. On a vu, il y a beaucoup d'initiatives pour que ce soit, par exemple, aussi en Chine, on plante des arbres. Il y a beaucoup de produits qui sont des énergies nouvelles. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Donc, une fois qu'elle a réussi à atteindre un petit peu le niveau industriel des pays développés précédemment, les pays occidentaux, la Chine a mis en place d'autres systèmes économiques et là, je pense qu'il y a un espoir. Si la Chine peut montrer un exemple pour les autres pays en voie de développement. Voilà. Ok, je vous remercie beaucoup nos invités sur notre plateau, nos invités par vidéoconférence et nos publics qui ont suivi notre discussion en ligne. Je vous remercie. Alors, je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.